Bonjour à tous et bienvenue sur PsySpeech. Dans cet épisode, on va analyser ensemble l'histoire de Catherine, qui est un véritable cas clinique dans le domaine de la psychogénéalogie et dans l'étude de l'héritage familial. Tout au long de son récit, on peut voir des répétitions de schémas se produire, du choix des prénoms jusqu'aux vocations et métiers, en passant par les traumatismes vécus. On verra aussi comment le poids de la culpabilité pour certains et de la colère pour d'autres viendront rompre la chaîne des loyautés familiales, casser la filiation des transmissions inconscientes et briser le cercle des reproductions pour que l'histoire ne se répète plus. Catherine est issue d'une famille arménienne, aristocrate, dont le grand-père, qui est prince, est colonel dans l'armée du tsar Nicolas II. Sa mère, Violette, est une princesse. Elle est la cadette d'une fratrie de trois. Elle porte le même prénom que sa grand-mère maternelle et découvrira plus tard que sa passion pour le chant et la scène provient de cette grand-mère qu'elle n'a pas eu la chance de connaître. Enfant non désirée, elle subit des violences physiques et sexuelles de la part de sa mère, Violette, depuis bébé jusqu'à son entrée en maternelle. La pulsion qu'elle a eue plus tard pour sa fille Christelle, alors âgée de seulement quelques mois, et les séances de psychanalyse qu'elle suivra pendant plusieurs années, l'aideront à se replonger dans le passé et viendront confirmer ses dires sur l'inceste vécu depuis bébé. Catherine est la seule de la fratrie à être victime d'inceste maternel. Chronologiquement, l'histoire de Catherine est la suivante. Lorsqu'elle a 9 ans, son père décède d'une hépatite C. Elle perd son repère, son pilier. Les violences psychiques et physiques ne cessent pas pour autant. Sa sœur et elle sont sujettes aux rituels réguliers de la part de leur mère, et la jouissance de cette dernière à les fouetter au martinet sur le lit conjugal les frappe. À l'âge de 11 ans, elle se fait violer par un ami de son père le jour où elle se présente à son premier concours de chant. Elle devient marginale très tôt, car depuis le décès de son mari, sa mère n'est plus capable de s'occuper de ses enfants. Elle grandit au sein d'un foyer sans cadre ni règles. Elle est livrée à elle-même et doit, malgré son jeune âge, s'occuper de sa mère alors qu'elle peine déjà à s'occuper d'elle. Vers 12-13 ans, elle rencontre son premier petit copain. Issu d'un milieu modeste, il subit la violence d'un père alcoolique. À 14 ans, elle tombe enceinte pour la première fois. Mais suite à un délit, l'éducatrice la place dans une pension de filles. Au bout d'une semaine, elle fugue de la pension et accouche de son fils à 6 mois de grossesse. Il finit en couveuse et décède au bout de 3 jours. Moins d'un an après, elle tombe à nouveau enceinte et le bébé arrive au monde en bonne santé. Elle subit des violences obstétricales et lors de l'épisiotomie, qui est réalisée à vif, elle sent le gynécologue lui faire un point de croix. Elle comprendra plus tard qu'elle porte en elle sa croix. Lorsque sa fille a quelques mois, Catherine est prise d'une pulsion sexuelle. Elle ressent l'envie de la toucher. À ce moment-là, elle revoit sa mère le faire sur elle. La pulsion passe et disparaît à tout jamais. Elle ne passe pas à l'acte, car elle ne voulait pas s'identifier au monstre qu'était sa mère. À l'âge de 18 ans, son petit ami et père de sa fille devient son mari. Leur relation se dégrade, elle décide alors de le quitter, mais il la harcèle constamment et lui fait un chantage au suicide. Il fait une tentative de suicide en sautant d'une fenêtre et s'en sort avec quelques séquelles. À 21 ans, sa mère décède d'un AVC. Elle est partagée entre le sentiment de libération, de liberté, de soulagement et la peur de se retrouver seule, sans parents, sans personne. Peu de temps après, sa fille est enlevée par son mari pour être élevée par sa grand-mère paternelle. Elle deviendra une fois adulte avocate en santé médicale. Un métier et une vocation qui vient réparer les traumatismes des sévices et des violences vécues par sa mère. En aidant les autres, elle rend justice à sa mère inconsciemment. La symbolique du métier est de défendre les injustices subies précédemment dans l'arbre généalogique. Entre-temps, Catherine plonge dans la drogue et devient accro. Elle commence à dealer pour s'offrir ses doses. Quelque temps plus tard, la souffrance devenant tellement insupportable, elle fait une tentative de suicide. Elle est sauvée in extremis et est transférée à l'hôpital Sainte-Anne où elle y reste 10 jours. À l'âge de 30 ans, elle commence les shoots à la seringue. Elle flirte avec la mort depuis très longtemps, mais cette fois-ci, elle sait qu'elle risque l'overdose. Insatisfaite de la sensation que lui procure ce premier shoot, elle se refait un deuxième, en se promettant de demander de l'aide si ça passe. Elle rencontre un psychanalyste à l'association et tombe quasiment amoureuse lorsqu'elle le voit la première fois. Il a les yeux bleus comme sa mère, mais avec lui, elle sent que ça va marcher. Le transfert opère et dure 30 ans. Il deviendra alors son substitut paternel. Beaucoup plus tard dans sa vie, Catherine met au monde des jumeaux. Elle raconte avoir reproduit sur l'un de ses jumeaux, celui qui porte les mêmes yeux bleus que sa défunte mère, des actes de violence et de maltraitance sous l'œil témoin de l'autre frère jumeau.
comme lorsqu'elle se faisait maltraiter par sa mère sous l'œil impuissant de son frère. Elle comprendra par la suite que c'était une projection inconsciente. On va maintenant s'intéresser à sa cellule familiale. Sa mère, prénommée Violette, est une princesse. Elle est l'aînée d'une fratrie de 2. Elle est la préférée de son père, un père qu'elle idolâtre et aime par-dessus tout. Elle a une sœur cadette qui est victime, elle, des coups de ce père. Décrite comme une femme-enfant, Violette est autoritaire avec ses enfants et spécialement ses filles, mais douce avec son mari et son fils aîné. D'après sa petite sœur, Violette aurait subi un viol dans son enfance, mais pas d'inceste. Violette parle très peu de sa mère à ses enfants. Catherine découvre dans son enfance des lettres de la mère de Violette écrivant à sa fille d'une douceur et d'un amour sans nom. Très jeune, Violette enchaîne les problèmes de santé. Épilepsie, tuberculose, anorexie et dépendance aux médicaments et aux drogues très jeune. La mère de Violette meurt à 40 ans d'un cancer. Violette semble avoir une aversion pour le sexe féminin et semble être en totale admiration et adulation pour le sexe masculin. À la perte de son mari ou plutôt de son père, elle se laisse mourir, ne se nourrit plus et devient un déchet. Elle se drogue de plus en plus et consomme plus de cachets pour sombrer. Catherine décrit à son tour son père comme un homme aimant mais peu démonstratif avec ses enfants. Cet homme de 19 ans, son aîné, deviendra pour Violette son substitut paternel. Elle se marie avec cet homme, ami de son père, juste après le décès de ce dernier. D'après Catherine, son père n'est au courant de rien de ce qui se passe dans son foyer en son absence. Il ne voit rien ou fait semblant de ne rien voir. Il travaillait beaucoup à l'époque et était peu présent à la maison. Ensemble, Violette et son mari ont 3 enfants, un fils très désiré et 2 filles non désirées, dont Catherine est la benjamine. Son père décède à 67 ans d'une hépatite C, d'une cirrhose du foie. Dans sa symbolique, le foie est le foyer des émotions. Il représente la capacité d'adaptation face aux événements de la vie. Un problème au foie peut être la conséquence de soucis qui provoquent en nous de la colère, de la frustration et de la révolte. L'hépatite C survient à la suite d'une grande rancœur par rapport à l'inconnu. Éprouver beaucoup de résistance face à de nouvelles situations dans la vie qui amènent à apporter des changements. Vouloir s'accrocher aux préjugés et aux idées préconçues. La cirrhose se retrouve chez celui qui se sent poussé par la vie, par des événements ou par des situations qui le contraignent à avancer. Comme il se sent poussé contre son gré, il résiste et s'accroche à ses opinions. Il vit de la rancœur et de l'agressivité. Cette maladie est le reflet de la colère, d'un ressentiment face à la vie. Cette agressivité intérieure, latente, le culpabilise constamment parce que la conviction d'avoir raté sa vie est forte. Pour résumer, concernant sa mère, on a un profil ambivalent, entre amour démesuré et haine profonde, entre actes sadiques, perversion et douceur. Elle projette l'amour de son paternel sur son propre mari et projette aussi les violences de son papa faites à sa sœur cadette sur ses enfants de sexe féminin. Elle entretient une relation fusionnelle avec son fils en reproduction à son propre schéma de relation amoureuse avec son propre père dans son enfance. Cette double projection prend fin au décès de son conjoint où la figure paternelle longtemps idolâtrée disparaît. Les violences continuent, sans doute par habitude. Elle devient cette petite fille sans repère qui se laisse mourir. Ses filles deviennent un substitut parental pour leur mère. Les rôles sont alors inversés. C'est la parentification. Les 2 filles de Violette se positionnent en adultes pour répondre aux besoins de leur mère. Elles deviennent parents de leurs seuls parents. Concernant son père, on sent le poids du respect dans son récit. On sent l'amour, l'affection et l'admiration de Catherine pour cet homme qui la laisse beaucoup trop tôt entre les mains de son bourreau. Catherine est dans une relation de protection à son égard, et malgré les atrocités qu'elle subit, elle ne veut pas que son père s'inquiète, se soucie ou se préoccupe de sa condition. Une parentification inconsciente s'exerce là aussi. Son frère, aîné de la fratrie, porte le prénom d'un grand roi russe. Il est le préféré de sa mère. Elle le gâte comme un fils unique. Il a droit à tous les privilèges de roi. Très égoïste et égocentrique, il se sent supérieur aux autres et en plein pouvoir. Il deviendra une fois adulte ingénieur, comme son père, son grand-père paternel et son arrière-grand-père paternel. Il brise le cercle familial une première fois lorsque volontairement il laisse la justice saisir l'héritage familial, les biens arméniens de valeur appartenant à leur famille depuis plusieurs générations. Symboliquement, c'est une façon de se délester du poids et du joug de cette emprise familiale. Dépossédé des biens familiaux, le dépossède, lui, de sa famille. C'est sa manière à lui de vider son sac, comme le dit Catherine. Il casse la chaîne de transmission à nouveau en faisant le choix de ne pas avoir de famille et de descendants.
pour ne pas reproduire le même schéma sans doute, ou peut-être aussi pour que son nom ne soit plus affilié à qui que ce soit. Il coupe l'affiliation nette. Il entretient des liens distendus avec ses sœurs aujourd'hui pour fuir l'enfance qu'ils ont vécue car il est resté dans le déni. Petit, il était témoin et spectateur des sévices sur ses sœurs sans pouvoir leur porter secours. Il en devient complice malgré lui. Le poids de la culpabilité est trop lourd à porter. Il a mis en place plusieurs mécanismes de défense pour se protéger et se reconstruire. Il se réfugie dans le travail pour continuer à satisfaire ses parents et garder le bon rôle et décide de vivre seul comme pour refuser de prendre qui que ce soit en otage. Sa sœur arrive au monde 2 ans après lui. Elle porte le nom de sa grand-mère paternelle, qui était metteur en scène et femme de lettres, une femme soucieuse de transmettre la culture artistique telle que le chant et la poésie. Elle choisira plus tard, à son tour, des études littéraires comme sa grand-mère. Elle ne subit pas d'inceste, mais de violences extrêmes physiques et psychiques. Violette la griffe principalement aux avant-bras, comme pour la posséder, en enfonçant ses longs ongles dans la peau de sa fille. C'est la théorie du moi-peau. Elle subit quotidiennement des insultes, des humiliations et dénigrements juste parce qu'elle est la préférée de son père. Sa mère la prend pour sa rivale. Elle est jalouse de la relation qu'entretient son mari avec sa fille. On pourrait analyser cette relation aussi, mais je pense que le parallèle saute aux yeux. Catherine la sauve in extremis lors d'un affrontement et leur mère ne la touchera plus physiquement. Toute la fratrie a été sujet à des troubles alimentaires différents selon Catherine. Généralement, lorsqu'il y a maltraitance infantile, le risque de développer des conduites alimentaires déviantes est courant. Revenons-en à Catherine et aux conséquences de ces violences intrafamiliales et de cet inceste. Catherine devient kleptomane et ça dure 20 ans. Elle vole l'amour qu'elle n'a pas eu. Elle ressent à travers cet acte le plaisir de posséder. Voler des beaux fringues lui permet d'avoir une belle apparence. Le vol lui procure un sentiment de force, de domination, de pouvoir, mais aussi de puissance. C'est aussi une excitation face à l'interdit. Elle ne vole que sa mère. Son père est épargné car ce n'est pas lui dont le manque provenait. Elle vole les riches pour ressentir moins de culpabilité. Elle a eu aussi des troubles du comportement alimentaire, et la boulimie en particulier, ce qui n'est pas rare chez les enfants victimes de violences infantiles. Elle cherche en partie à combler un vide et un manque par l'excès et la purge. C'est un comportement du stade oral. Elle tombe très vite dans les dépendances aux substances et devient addicte aux drogues dures. Cette autodestruction volontaire, ce sentiment de fuite de la réalité que lui procurent les substances, viennent masquer ses peurs et ce sentiment de solitude, de vide et de manque. Sa pulsion de vie revient à chaque fois qu'elle touche la mort du bout des doigts. C'est aussi un fantasme du stade oral. La drogue est son refuge et la protège contre elle-même. Elle refuse de vivre et d'être responsable. Ses faiblesses intérieures l'amènent vers les drogues. Elle ressent la peur de faire face à la réalité et d'avoir à faire des efforts. Sa volonté s'endort, elle a de moins en moins tendance à prendre des décisions. Elle se laisse vivre. Les drogues entraînent souvent de grandes dépendances qui ne font que refléter ses propres dépendances intérieures. Délinquance, parents absents, introversion, névrose, compulsivité émotionnelle ou sexuelle qu'elle tente de refouler en dopant son mental. L'impression d'être séparée, voire arrachée, soit d'un être cher, en l'occurrence son père, ou d'un endroit ou d'une situation qui lui a apporté beaucoup de bonheur, peut l'amener à vivre un vide intérieur qu'elle tente de fuir par la drogue. Ces drogues, qui sont des stimulants, lui permettent de planer, d'atteindre certains sommets et de vivre une expérience qui lui donne l'illusion d'être enfin heureuse en s'évadant. Elle ne peut plus s'en passer, et sa dépendance s'accentue et s'aggrave avec le temps. Elle contracte plus tard une hépatite C à son tour, suite à des seringues utilisées plusieurs fois. Les résultats est le même que son père, une cirrhose aussi. Elle devient dealeuse de cannabis et de drogue dure, ce qui lui permet entre autres de pouvoir gérer ses consommations et de passer par la case prison. Finalement, n'était-ce pas ce qu'elle recherchait au fond d'elle inconsciemment? La prison lui offre ce qu'elle n'a jamais eu. Cette recherche de cadre et de repères. Pour illustrer ce manque de cadre dont elle a toujours rêvé, Catherine nous raconte qu'un jour, elle reçoit une claque de sa mère, ce qui lui fait extrêmement plaisir. Le besoin de sécurité et de protection sont des besoins vitaux. Là encore, on a affaire au stade oral. Sa passion pour le chant ne se concrétisera pas malgré les nombreuses occasions. Des actes manqués qui l'ont conduit vers le non-accomplissement professionnel. L'acte manqué peut être vu sous 2 angles. Le premier qui semble à première vue le désir de Catherine, mais dont son manque de confiance en elle ne lui permet pas à ce moment-là de prendre les bonnes décisions au bon moment. Et le second, plus subtil et totalement inconscient, qui consiste à dire que cet autosabotage a été instauré par une autopunition et une autodévalorisation. Je ne mérite pas d'être reconnu, je ne mérite pas l'attention qu'on porte sur moi, même si c'est profondément ce que je recherche,
Je ne mérite sans doute pas l'amour des gens, puisque je ne suis pas aimable. Là aussi, on a affaire au stade oral. On peut aussi évoquer la frustration de ne pas être devenu quelqu'un de célèbre, comme ses aïeuls l'ont été. Lorsqu'on regarde son arbre généalogique de près, on se rend compte que ses ascendants étaient des personnalités reconnues, princes, artistes, colonels. Catherine ne deviendra pas une héroïne aux yeux du public, mais l'héroïne qu'elle a consommée par le passé la poussera à devenir sa propre héroïne. Une héroïne est une femme qui fait preuve de vertu exceptionnelle et qui se dévoue à une cause. Catherine en est la définition même de ce mot. En se dévouant à sa propre cause, elle devient son héroïne.